Bonjour Fabrice. Alors je suis très content de te recevoir parce que j'avais très envie depuis longtemps de faire un dialogue sur comment choisir sa thérapie. En plus, on a un peu perdu aujourd'hui, il y a plein de formes de thérapie différentes. Donc je voulais donner un peu quelques éléments de base. Et connaissant ta curiosité et ta passion pour ces sujets-là, je pensais que tu étais la bonne personne pour ce faire. Mais est-ce que tu veux bien peut-être expliquer, te présenter et pour que les gens comprennent d'où tu parles? D'accord, avec plaisir. Pour ce qui est du choix de sa thérapie, c'est un problème auquel j'ai été confronté dans ma vie très tôt parce que dès le début de mes études de médecine, j'ai vécu des crises de panique et j'étais en errance thérapeutique. Donc j'ai vu le côté patient, si je puis dire. Et toutes les difficultés que l'on a à ce moment-là pour comprendre ce qui nous arrive et puis se dire mais comment je peux m'en sortir. Ensuite, j'ai vu le côté médecin avec la multitude des formes que peuvent prendre les angoisses, les dépressions, les traumatismes. Donc, parce que tu as été médecin très longtemps. J'étais médecin et donc c'est aussi une façon de voir beaucoup de gens. On n'a pas le temps de les traiter, mais que ça nous donne quand même un aperçu de toute cette panoplie de vécus douloureux que vivent les humains. Et puis, je suis devenu thérapeute, donc ensuite, je me suis formé à de nombreuses thérapies. Et donc, pour pouvoir justement offrir à mes patients les thérapies qui vont mieux pour eux. Voilà. Et je peux témoigner, moi qui le connais depuis plus d'une dizaine d'années, c'est absolument passionnant de voir à quel point tu t'es engagé, tu t'es formé à très nombreuses choses avec vraiment beaucoup de curiosité qui permet que tu as un regard très ouvert et en même temps plein d'expérience sur comment se traiter. Alors, on va bien sûr simplifier ici parce qu'on pourrait parler pendant 10 heures de toutes les formes de thérapie et souvent j'invite des représentants d'une forme de thérapie. Mais en gros, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Je dirais, pour faire simple, comme tu le proposes, je dirais qu'il y a les thérapies comportementales qui sont, je dirais, historiques, qui ont maintenant près de 70 ans et en termes de recherche, plus de 100 ans. On va y revenir, et c'est les thérapies qui sont utilisées, leur champ d'action, c'est vraiment tout le champ des angoisses, de l'anxiété. Ensuite, il y a les thérapies cognitives, qui, elles, ont une quarantaine d'années, et c'est tout le champ des pensées négatives sur nous-mêmes, des schémas que l'on répète. Et là, on va travailler donc le cognitif. Ensuite, il y a tout le champ de la traumatologie, des traumatismes. Et donc, c'est tous les vécus douloureux que l'on a pu vivre à diverses occasions. Là, ça va être les thérapies avec l'hypnose, le MDR, des techniques comme cela. Et enfin, il y a aussi, bien entendu, les thérapies de l'écoute, du dialogue avec la psychanalyse, et puis les méthodes plus brèves qu'on appelle les méthodes psychodynamiques, où on va aider les gens à trouver, à comprendre pourquoi ils vont vivre certains refoulements, par exemple dans des maladies psychosomatiques. Et là, c'est vraiment ces approches analytiques qui vont être précieuses. Alors, commençons par la première, les comportementales, la thérapie comportementale. Qu'est-ce que c'est ? La thérapie comportementale, eh bien, comme elle le dit, on va agir sur nos comportements. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une thérapie comportementale, on ne va pas chercher à changer ce qui nous fait souffrir, nos pensées, nos émotions, nos sensations. On va nous apprendre à vivre avec. Et on part d'une observation simple, c'est que si j'ai peur, par exemple, de monter dans le métro, mais que si je suis accompagné et que je redeviens capable de monter dans le métro, le fait de monter dans le métro, 1 fois, 2 fois, 10 fois, va faire définitivement tomber cette angoisse. Donc c'est le mécanisme qui nous permet de guérir par l'action, donc par nos comportements. Ça, c'est la première chose qui est tout à fait importante. La deuxième chose qui est tout à fait importante dans l'étude des comportements, c'est de comprendre que
nous avons des comportements qui sont issus de conditionnements. Quelquefois, ce sont des conditionnements directs. C'est pour ça que les premières recherches sur le comportementalisme datent de Pavlov, 1896, avec le fameux chien. Mais donc, il y a un stimulus qui provoque un comportement. Si je me suis fait vandaliser ma maison, ça provoque un stimulus. Et quand je rentre chez moi, ça me fait, même si tout a été bien rangé, ça me fait revivre ce souvenir, et ce traumatisme, et donc je vais me réangoisser. Ça, c'est un des conditionnements, mais il existe un deuxième grand type de conditionnement qui, lui, a été découvert par Skinner, deuxième grand chercheur du comportementalisme. Et c'est le fait que nos comportements dépendent des conséquences de nos actes. Si, par exemple, j'observe que je suis angoissé à l'idée de sortir pour faire les courses parce que j'ai peur de la foule, j'ai peur des grands espaces, et si j'observe que si je reste chez moi, je suis très bien, je n'ai pas d'angoisse, eh bien, je vais me conditionner à éviter de sortir. Et donc, je vais vraiment rester chez moi et je vais éviter de sortir tout simplement pour ne pas vivre les angoisses. C'est ce Skinner rappelait un renforcement des comportements, renforcement négatif parce que j'économise une angoisse. Voilà. Donc, comprendre ces mécanismes de conditionnement est aussi important, car ça nous permet de ne pas nous faire repiéger. Voilà. Donc, autrement dit, je comprends deux choses à ce stade. Un, que c'est en agissant, en me confrontant à mes peurs, que je vais les faire disparaître. Et deuxièmement, c'est en observant mes tendances à éviter, et justement en m'empêchant d'éviter, que je vais guérir complètement. Donc là, ça repose sur un renversement dans le comportementalisme. C'est pas aussi naïf aujourd'hui que Pavlov, c'est d'essayer de montrer que on veut fuir ce qui est douloureux, et plus je fuis ce qui est douloureux, eh bien, je ne vais pas mieux. Voilà, absolument. Je crois qu'en fuyant, je vais aller mieux, et je ne vais pas mieux. Donc le comportementalisme va montrer comment changer cette attitude-là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que je crois que c'était bien qu'on commence par le comportementalisme, qui est quand même toute une démarche scientifique qui vient de loin. C'est qu'on a eu une première vague, deuxième vague, troisième vague. La première vague, c'était dans les années 50-60, un psychiatre qui s'appelait Volpe, et donc qui avait compris qu'on ne pouvait pas à la fois être stressé par une situation et relaxé. Donc il apprenait aux gens à se relaxer au cours des situations qui étaient stressantes pour eux. Voilà. Donc ce phénomène, c'est un phénomène d'exposition, et après on a enrichi ce processus en faisant des expositions graduelles. On commençait par des petites expositions avec des petites peurs, et puis on montait progressivement à des expositions de plus en plus importantes. Donc ça, c'est les thérapies de première vague. Après, avec la deuxième vague, sont apparus tout l'apport des méditations dans les années 90. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que l'on est capable de modifier notre vécu et de percevoir les choses différemment, et que cela contribue aussi à la guérison. Et on arrive maintenant aux thérapies de troisième vague, qu'on dit ACT, pour Acceptance and Commitment Therapy, ou en français on dit bien ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, où là je vais être conscient de mes inconforts psychologiques, mes pensées, mes émotions, sensations. Je vais les accepter pour pouvoir m'engager dans ce qui compte pour moi. Alors, prenons un exemple pour que les gens situent bien ce type de démarche. Fabrice, je te confie un enfant de 6 ans à garder pour l'après-midi, et je te dis, ce petit Nicolas, il a le droit à une demi-heure de tablette, parce que dans l'après-midi, on veut qu'il soit intelligent. Alors, toi, tu es d'accord, mais au bout d'une demi-heure, tu lui prends sa tablette, et là, il se met à hurler, il se roule par terre, bref, c'est insupportable. Du coup, tu ressens des pensées, mais pourquoi j'ai accepté ? Je vais le foutre par la fenêtre. Et puis, la colère arrive, et puis donc, tu sens un inconfort, boule au ventre, t'es tendu. Bon. Et là, il y a deux situations. Soit tu supportes pas cet inconfort psychologique, et tu dis, allez, prends-la ta tablette, fous-moi la paix, là. Et là, tout de suite, dès qu'il prend sa tablette, il arrête d'hurler, il est peinard, et toi, tu es soulagé.
Mais dans ces cas-là, quand tu vas rendre l'enfant, t'es pas fier, quoi. Hein, disons, tu n'as pas respecté ton engagement. Donc tu as évité ton inconfort, mais de ce fait, en évitant ton inconfort, tu as gâché ce qui était important pour toi, c'est-à-dire de respecter ce qui avait de la valeur. Le plan B, c'est j'accepte l'inconfort psychologique. Oui, il hurle, ce petit, ok, ça me génère un inconfort, ok, mais je l'accepte. Et je vais lui dire, va faire ci, va faire ça, je vais l'occuper, ça va durer 1 heure. Au bout d'1 heure, il va quand même lâcher. Et là, j'aurai réussi à calmer cela en moi. Et puis, quand je vais rendre l'enfant, j'aurai respecté mon engagement. Et bien là, on est typiquement dans une démarche acte. C'est-à-dire, je suis conscient des inconforts psychologiques que je vis en moi, mes pensées, émotions, sensations, que je vais accepter en m'interrogeant sur ce qui est important pour moi, pour m'orienter vers cela. Voilà. Et ça, c'est des démarches vraiment novatrices et très appréciables. C'est un grand changement entre cette 3e vague et la première vague. Oui. Il y a eu beaucoup de critiques sur la première vague, que c'était un peu mécanique. Oui. Donc c'est très important, par rapport à des critiques, de voir que la 3e vague à surmonter les critiques qu'on a pu faire. Oui, il y avait beaucoup de critiques. D'abord, on était content d'avoir des méthodes qui marchent. Il faut quand même le dire, c'était appréciable. Parce que beaucoup de gens anxieux ont été sauvés par ces techniques de première vague. Ont été soulagés. Mais deuxièmement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rechutes. Et puis, une difficulté à sortir complètement de ce type de problème. Donc c'est vrai qu'ACT permet une guérison plus efficace. Alors je vais être plus concret. Premier grand changement, on n'a plus besoin de commencer par les petites expositions, les moyennes, les grandes, puisque en fait on considère que tout se passe dans notre tête et donc on travaille directement là. Donc, on peut s'exposer directement à quelque chose à plusieurs niveaux. Deuxième grand changement, ces techniques marchent pour toutes les angoisses. Les techniques première vague, c'était surtout les paniques, ce type d'angoisse. Là, vraiment, n'importe quel type d'angoisse va être concerné par ce type de démarche. Donc, oui, c'est plus universel et c'est indépendant du niveau d'angoisse. Après, il y a donc les thérapies cognitives. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les thérapies cognitives, ça date des années 70-80. C'est Aaron Beck qui... Il faut voir le contexte de l'époque. À l'époque, il n'y avait que les comportementalistes, les behavioristes qui avaient le droit de parole. Dans les congrès, il était vraiment malvenu de dire qu'une pensée pouvait rendre malade. Et Aaron Beck a été le premier à avoir démontré que des pensées, ce qu'on appelle maintenant des biais cognitifs, des distorsions, pouvaient nous rendre malades. Par exemple, une distorsion « je dois »,« il faut », à force de dire ça, je peux arriver à me rentrer en dépression. Et, par exemple par exemple, si je pense tout le temps... il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, tout est possible. Et bien, à un moment donné, si je me heurte à des impossibilités, eh bien, le chemin naturel, c'est la dépression. Et ça, c'est un processus d'entrée en dépression très, très classique. Et donc, Aaron Beck a montré que ces pensées, ces distorsions pouvaient rendre malade, mais ensuite que pour guérir ces gens-là, il fallait travailler ces pensées, ces distorsions. Donc, c'était le début des thérapies cognitives. Toi, tu t'es engagé dans ton travail de thérapeute, mais je dirais aussi de patient, à essayer de travailler sur les angoisses, la panique, les TOC. Oui. Et ce qui a marché pour toi et ce dont tu travailles, qui est au cœur de ton livre, Guérir les angoisses, c'est l'articulation de cette 3e vague de thérapie comportementale, donc ACT, acceptation d'un commitment de thérapie, et la pensée cognitive que tu as repensée, retravaillée, confrontée cliniquement à beaucoup de patients. Est-ce que tu peux dire juste quelques mots de comment ça s'articule et pourquoi c'est tellement précieux aujourd'hui pour assumer, parce que c'est quand même quelque chose de fort que tu assumes et que tu as vu, qu'on peut vraiment guérir les angoisses en articulant ces deux approches. Eh bien, disons qu'effectivement, l'approche comportementale est tout à fait adaptée au champ des angoisses, quel qu'il soit. Et les thérapies cognitives complètent
ces approches dès lors que l'on trouve des pensées négatives, dysfonctionnelles sur nous-mêmes. Je suis nul, je suis une victime, on ne peut pas m'aimer, etc. Toutes ces croyances négatives qui vont nous empêcher de bien guérir, entre guillemets. Donc, effectivement, là, ça devient complémentaire. Alors, on a vu qu'il y avait un autre champ, c'est les thérapies autour du trauma, oui. qui sont en pleine explosion aujourd'hui, oui. Avec beaucoup de recherches. Van der Kolk, le corps n'oublie rien, le travail de Levin, et, le MDR et l'hypnose. Quelle est cette approche et pourquoi aujourd'hui ça apparaît comme une forme de révolution par rapport à la question du trauma? Il y a eu en matière de trauma, il y a eu, je vais dire, deux grandes guerres. 39-45, là il y a eu beaucoup de traumatisés et les Américains se sont mis à travailler sur l'hypnose. Et puis il y a eu 2001. Et 2001, ça a été un immense traumatisme et avec des milliers de gens qui ont vécu le même traumatisme. Donc, qui sont rentrés en thérapie en même temps, on a pu faire des études et on s'est rendu compte à cette occasion que les thérapies de la parole, la psychanalyse, etc. ne marchaient pas dans les traumas. Que reparler sans arrêt de son trauma n'était pas du tout efficace, au contraire. Ça, c'est très important, je l'ai souvent dit sur ma chaîne. Oui. Beaucoup de thérapies et de mécompréhension croient qu'il faut parler de son trauma et beaucoup de gens se retraumatisent en parlant de son trauma. Et c'est un des grands problèmes. Et on le voit aujourd'hui. On appelle les gens, on leur dit qu'ils ont vécu des abus sexuels et on les retraumatise. Oui. Ça serait important là que même tous les policiers, tout ça, apprennent ce qu'on sait thérapeutiquement aujourd'hui, que c'est très embêtant de retraumatiser, enfin embêtant, c'est tragique de retraumatiser les gens. Oui, et 2001, entre guillemets, les études 2001 ont montré que finalement, les gens qui n'avaient pas eu de suivi se portaient mieux que ceux qui avaient eu des suivis de type la parole et donc la répétition du trauma, oui, qui eux étaient aggravés. Alors ça nous a permis aussi de voir quelles étaient les techniques qui marchent. Donc il y avait les techniques comportementales et puis le MDR qui est une démarche qui existe depuis les années 90, inventée par Francine Shapiro. Et dont l'objectif est de couper, et je crois que c'est vraiment ça l'objectif d'une thérapie des traumas, de couper la relation entre le mauvais souvenir d'un côté et les émotions provoquées par ce mauvais souvenir. Parce que quelle est la différence entre un mauvais souvenir et un trauma? Un mauvais souvenir, quand j'y pense, je me sens pas bien. Mais quand j'y pense pas, ça me fait rien. Tandis qu'un trauma, même quand j'y pense pas, je reçois des émotions du passé qui arrivent de manière inappropriée dans mon vécu du présent. Et c'est ça qui caractérise un trauma. Donc je rentre dans une pièce et je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien, et alors que c'est tout à fait banal comme endroit. Mais ça m'évoque, il y a quelque chose qui s'est inscrite dans mon corps, dans mon vécu. Donc c'est ça la différence. Et le MDR, en fait, c'est une méthode qui va nous permettre de repasser à travers le trauma, mais en étant régulièrement interrompu par le thérapeute qui demande de suivre les doigts avec les yeux. Et ce faisant, on va couper, c'est ce qu'on observe, couper la relation entre le souvenir lui-même et les émotions. Et donc après, je deviens capable de réévoquer ce souvenir sans tout ce vécu émotionnel. Alors pour donner un petit exemple de cela, quand je me suis formé à l'EMDR, donc on sert de patients entre psy, on se sert de cobaye. Et donc moi je me disais, je prends quelque chose de traumatique dans ma vie, et j'ai pensé, quand j'avais 10 ans, je vivais à Dakar. Et mes parents m'ont fait rentrer en France pour aller en pension. Donc je quittais ma famille, je quittais l'Afrique pour me retrouver région parisienne dans le froid, enfin voilà. Et c'était très traumatique pour moi. Et je pensais que depuis le temps, j'avais complètement digéré ce truc-là. Et puis on commence la séance. Et au cours d'une séance de MDR, finalement, on fait remonter ce qu'on appelle les canaux associatifs. C'est tout ce qui peut être lié au trauma. On fait vraiment revenir tout ce qui peut remonter.
Et à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Et pourquoi ? Parce que dans les canaux associatifs, on avait trouvé quoi ? Mon chien. Et à l'époque, mon toutou, il s'appelait Lucky, ça faisait 2 ans qu'on dormait toutes les nuits ensemble, qu'il m'accompagnait à l'école, c'était mon compagnon le plus important. Et ben, je me suis rendu compte que dans ma façon de gérer ce souvenir, j'avais tout traité sauf Lucky. Et là, il est remonté en force et j'ai pleuré et j'ai pu enfin traiter cette dernière partie qui me rattachait à ce traumatisme, entre guillemets. Et effectivement, ça m'a bien soulagé. Donc ça, c'est le processus de l'EMDR et qui est extrêmement efficace. Alors, il y a d'autres, je dirais 2 autres processus. Il y a un autre processus qui est aussi efficace, intéressant, c'est ce qu'on appelle l'intégration du cycle de vie. Ça vient aussi des États-Unis. Mais c'est simplement, je vais replacer le trauma dans le temps, dans une ligne du temps, en démarrant avant le trauma, en racontant le trauma et en continuant depuis le trauma. Et en faisant ça, sans consacrer beaucoup de temps au trauma, mais je dis, qu'est-ce que je faisais avant ? Je mangeais un sandwich, voilà, je fais n'importe quoi, je suis allé aux toilettes, j'ai regardé par la fenêtre, et puis est arrivé le trauma, voilà, et puis après, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et puis maintenant, je suis dans le cabinet. En faisant 1 fois ça, 2 fois ça, 3 fois ça, le cerveau intègre, oui, le trauma, c'est juste un épisode dans ma vie. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration dans le cycle de vie du trauma qui est devenu... donc ça, c'est une méthode très efficace. Et l'hypnose est aussi efficace, aussi intéressante, dans la mesure où elle permet... Elle est de mon expérience, parce que je me suis également formé en hypnothérapie, elle permet de véritablement chercher des poches émotionnelles dans des souvenirs difficiles, et donc de les remettre sur le présent je pense par exemple à une personne qui avait été traumatisée parce que sa sœur prenait toujours le devant de la scène. Alors c'est pas un grand trauma, mais c'est ce qu'on appelle des petits traumas qui se répètent, et pendant toute son enfance, sa sœur avait toujours pris le devant de la scène. Ce qu'on appelle des fois le trauma de développement. Voilà, absolument. Et donc, et là, elle me raconte une scène où elle est dans la voiture, c'est une famille nombreuse avec les cousins, elle était à l'arrière, et elle ne pouvait pas parler, sa sœur faisait la zouave, la pitre, elle amusait tout le monde. Et donc, mais elle avait déjà vécu plusieurs fois cette scène. Mais grâce à l'hypnose, en retournant dedans, là, elle a pu ressentir ce que ressentait la petite fille, tout est bien remonté, et après, on a pu le traiter. Voilà. Donc, toutes ces techniques se combinent très bien, l'objectif étant, entre guillemets, de digérer le traumatisme et de couper la relation entre l'histoire et les émotions. Moi, j'ai une grande passion pour le travail de Peter Levine, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, qui est aussi une manière très profonde de travailler sur le trauma et travailler sur le figement. Après, il y a le dernier grand domaine, c'est la psychanalyse. Oui. Alors la psychanalyse, je dirais, il faut la remettre là aussi dans sa perspective historique. Donc Freud nous a apporté une révolution majeure dans sa première grande publication de 1896, où il nous montre que l'hystérie n'est pas une maladie organique, mais bien une maladie psychique. Donc, autrement dit, alors qu'avant, on disséquait les patients hystériques qui arrivaient en fin de vie, on disséquait leur cerveau pour essayer de voir d'où venait cette maladie. C'était quoi l'hystérie à l'époque ? C'était... c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui hystérie du temps de Freud. C'était vraiment des maladies du registre de l'angoisse, qui pouvaient se manifester avec plus d'emphase qu'aujourd'hui, mais c'était fondamentalement... Les angoisses et les formes de délire. Oui, voilà. Donc Freud remarque que l'angoisse et le délire n'ont pas une cause que organique, mais il y a une dimension... Il n'y a pas eu toute cause organique, mais c'est uniquement psychique, et qu'on peut expliquer ça uniquement avec cela. Alors ça a été fantastique, parce qu'il faut bien comprendre que ça a été la fin de la recherche de causes organiques aux maladies psychiques, mais c'était tout le début de toute la recherche en psychologie. Donc ça, c'est quand même une révolution majeure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas revenu un peu là-dessus, dans le sens qu'on voit quand même qu'il y aurait peut-être des causes biologiques plus subtiles à beaucoup de problèmes psychiques, tout le travail qui a été fait sur les causes biologiques de la dépression.
Oui, de la par dépression. exemple. La dépression n'est pas dans le registre hystérique, angoisse, etc. C'est vraiment le registre de l'humeur. C'est pas le registre de l'angoisse. Mais effectivement, là, c'est ce qu'on appelle maintenant la psycho-orga. Et donc, on sait que 10% des maladies psychiques ont une cause organique, mais effectivement plus subtile, comme tu le dis. Plus subtile que ce qu'on croyait à l'époque, avant Freud. Mais il n'y a pas... À l'époque, il faut bien se rappeler que la grande cause de maladie psychique, c'était la syphilis, qui touchait le cerveau et pouvait amener des délires, etc. Donc, il arrivait régulièrement qu'en disséquant des gens, on trouvait des impacts de syphilis. Mais depuis, cette cause a complètement disparu. Mais en tout cas, ce qui était précieux avec Freud, c'est qu'on a arrêté tout ce champ de recherche pour se concentrer sur les causes psychiques. Et finalement, que l'on parle d'approches comportementales, cognitives, EMDR, etc., ce sont plus des approches organiques. Et donc, c'est issu de cette première découverte de Freud. Voilà, faut remettre ça en perspective. Après, sur le plan thérapeutique, Freud, lui, a développé la thérapie de l'écoute. Bon. Et donc, la psychanalyse. Et fondamentalement, les thérapies d'aujourd'hui sont des thérapies de l'écoute. Ce qui va changer, c'est les méthodes. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un champ dans lequel cette psychanalyse il y a deux grands champs d'efficacité. Le premier, c'est tout ce qui est du registre du refoulement, donc des maladies psychosomatiques qui peuvent résulter de traumatismes qu'on a pu vivre. Et dans ces cas-là, par exemple, un exemple qui est connu, vous savez, les épilepsies, maladies organiques par excellence, il y a quand même un tiers des épilepsies qui ont des causes psychogènes. Voilà. Et on met 7 à 10 ans pour le découvrir. Et ça y est. Donc les gens subissent des traitements, etc., jusqu'à ce qu'on découvre ça. Mais une fois qu'on a découvert que c'est psychogène, eh bien, il est important de pouvoir remonter au moment où ça s'est déclenché. Et là, on retrouve, par exemple, une maman qui a quitté du regard son enfant, qui, en quelques secondes, s'est fait écraser par une voiture, des choses comme ça, ou un professeur qui s'est fait humilier en classe, qui a été accusé à tort de choses très pénibles, et bien, ils vont pouvoir développer des maladies psychosomatiques graves. Donc, avec l'analyse, pouvoir remonter à ces moments-là et comprendre que c'est ça qui est derrière, va véritablement les libérer. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Et puis, il y a un autre univers aussi où c'est précieux. Il y a un certain nombre de maladies psychiques où on a besoin d'une récurrence de suivi. C'est un peu comme comment vous dire, des repères que les gens ont besoin, ça contribue à leur stabilité psychique. Donc, par exemple, quel genre de pathologie? Les patients, alors c'est des patients qui vont avoir alors c'est paradoxal parce que c'est pas ce que visait Freud au début, mais dans les schizophrénies qui ont besoin de ce suivi régulier sur du long terme, ça peut être précieux. Et des patients de ce genre, oui, tout à fait. Donc là, on a vu différentes approches. Oui. Après, donc là, ça permet de voir selon ce que j'ai. Oui. Voilà ce que je peux choisir. C'était important de rappeler qu'il y a certaines maladies, comme certaines formes de dépression, qui ont besoin d'un traitement plus biologique. Oui. Et peut-être là, on peut parler à quel moment je vais voir un psychothérapeute, à quel moment prendre des médicaments a du sens. Puisqu'il y a un double paradoxe un peu en France. Beaucoup de gens prennent des médicaments, en même temps, beaucoup de gens se sentent coupables de prendre des médicaments. C'est des fois pas très bien vu, pas très. Donc peut-être là aussi on pourrait rassurer les gens et expliciter. Oui, tout à fait. Donc il y a très clairement un domaine. Si on récapitule ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a vu tout ce qui est le champ de l'anxiété, de l'angoisse, les thérapies comportementales, tout ce qui est le champ des pensées négatives sur soi-même, des schémas répétiteurs, donc les thérapies cognitives, tous les champs du trauma, les thérapies hypnose, EMDR et TCC. Et puis le refoulement, par exemple, l'analyse. Et il y a effectivement un cinquième champ qui est les pathologies de l'humeur, donc la dépression. Et là, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est de faire un diagnostic. Et il faut vraiment aller voir un psychiatre. Parce que entre un épisode dépressif isolé, un épisode dépressif répétitif, une bipolarité,
tout ça, ce sont des éléments un peu psychotiques. Oui, et donc ça va changer l'approche et le traitement. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'il est important de faire un diagnostic. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens vont... Notre société, on n'aime pas les médicaments. Et donc, les gens préfèrent des dépressions bio, je les appelle comme ça, plutôt qu'une dépression avec médicaments. Or, de mon expérience, les dépressions bio durent beaucoup plus longtemps, peuvent être beaucoup plus lourdes, et puis quelquefois, ça mène à de véritables impasses. Alors, les médicaments peuvent être précieux dans le cadre d'une dépression pour sortir rapidement de l'épisode lourd et à passer à des épisodes plus légers où on pourra travailler. Je crois que la question clé à se poser, c'est finalement, en tant qu'être humain, je vis quelque chose d'exceptionnel, c'est ma vie consciente et je suis mon implication dans ma vie. Est-ce que quand je suis déprimé, c'est le moment le plus heureux de ma vie ? Et est-ce qu'il vaut mieux que je reste longtemps avec cette dépression qui va me rendre tout noir ? Ou est-ce que je peux m'aider d'un médicament pour sortir de cette zone de noir et me remettre à vivre la vie qui me plaît ? C'est vraiment ça la question clé. Donc moi je crois que dans ce domaine de l'humeur, il est important de faire appel à un psychiatre et de se faire accompagner dans le choix de médicaments. Et après, parce que c'est aussi notre liberté, si on décide de ne pas prendre de médicaments, au moins qu'on soit informé des façons d'avancer, quelle thérapie faire. C'est ce qu'on va appeler la réactivation comportementale, parce que là, c'est en termes de dépression, c'est en se remettant en mouvement, en se remettant en action, en se levant, en faisant des choses qui nous plaisaient avant, en se remettant à les faire, en sortant. C'est comme ça que petit à petit, on va reprendre goût à la vie. Après, dernière question. D'accord, je vois un peu quelle thérapie adopter, si j'ai besoin d'un thérapeute, si j'ai besoin d'un psychiatre, ou si j'ai besoin des deux. Après, comment je choisis un thérapeute ? Alors, moi, je pense que, ça c'est une opinion strictement personnelle, mais moi j'observe avec mes confrères, moi je fais partie des thérapeutes qui se forment beaucoup. Et aux formations, je croise des psychanalystes, des TCCistes, des psychiatres. Et je crois que c'est ça qui est la bonne formule. Parce qu'un psychanalyste, par exemple, qui a fait des TCC, qui a fait de l'EMDR, il dispose d'autres outils pour nous accompagner. Donc, ça va enrichir sa palette de propositions. Et ce qui est vrai aussi d'un psychiatre. Un psychiatre qui a fait de la psychothérapie n'a pas la même approche qu'un psychiatre qui a fait que de la formation classique et du médicament. Donc, je crois que se former, continuer à se former est un bon critère. Donc, quand on fait ces recherches, on va chercher psychanalyste, EMDR, TCC, ACT, tous ces mots-là nous permettent de définir un peu la palette de compétences du thérapeute. Et je crois qu'avoir 2, 3, 4 compétences, c'est une bonne entrée en matière. Il y a un dernier point que je trouve aussi peut-être important de préciser, c'est que toutes les souffrances ne demandent pas forcément d'aller voir un thérapeute. Il y a un double paradoxe aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était très mal vu de voir un thérapeute. Aujourd'hui, on a l'impression que devant tous les problèmes existentiaux de la vie, il faut voir un thérapeute. Et moi, j'aime bien rappeler, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la philosophie, chez Socrate, c'est une thérapie. C'est une thérapie de l'âme. Et le sport joue un rôle important sur notre état d'être, la musique, les relations humaines. Et donc, je crois que c'est important de voir. Si je souffre d'une angoisse, d'une dépression, d'un trauma, ça peut être bien de... Mais peut-être les gens oublient tout ce qui peut dans une vie nous aider à faire face aux problèmes existentiels qui peuvent être difficiles. Être frustré, être abandonné, il y a plein de choses. La vie n'est pas facile et on a l'impression qu'on n'a plus le droit de dire qu'être un être humain, c'est pas facile. Oui, en tout cas, c'est vrai que les thérapies ne sont pas l'unique solution. Il y a l'école de la vie, dans laquelle il y a la philosophie. Il y a un champ dans lequel ce que tu dis s'applique complètement, c'est l'estime de soi.
parce que beaucoup de gens sortent abîmés de l'école, de l'éducation, de l'adolescence. Et c'est vrai que quand on a une mauvaise estime de soi-même, eh bien, il y a beaucoup de choses que l'on va pas bien faire ou rater. Et parce que dans beaucoup de choses, il faut avoir une bonne confiance en soi pour se lancer, pour oser approcher quelqu'un, pour se lancer dans des études un peu ambitieuses, parce qu'on croit qu'on ne va pas y arriver, alors que si on se lance, ça devient possible. Et dans ces cas-là, c'est sûr que trouver des supports, des tuteurs qui vont nous aider à prendre confiance en nous, à comprendre que nous ne sommes pas uniques, que nous sommes des humains comme les autres qui vivent les mêmes difficultés que nous, que l'estime de soi est quelque chose finalement qui se travaille avec le temps et qu'on peut, on peut se faire aider, accompagner. C'est par exemple le travail que font les coachs sportifs, qu'ils font très bien. Je pense à Marseille, donc là où je travaille comme psychothérapeute. Nous avons un très bon centre d'entraînement pour les nageurs, le cercle des nageurs, d'où le coach de ce cercle, donc Thomas Samut, notamment le coach de Léon Marchand et d'autres grands champions. Et ce qu'il explique très bien, c'est que finalement, quand les gens viennent le voir, au début, ils sont tous dans des stratégies de résultats. Parce qu'on est formaté comme ça par l'école, la famille. On est bon si on a des bonnes notes, on réussit nos concours, nos examens, on a des médailles. Et donc, on est obsédé par les résultats. À partir du moment où on est obsédé par les résultats, on devient perfectionniste, on devient très rigide, parce qu'on peut faire que comme ça. On est totalement en contrôle de soi, on est stressé. Et donc, les gens qui arrivent à certains niveaux avec cette stratégie de résultat, par exemple champion de France, eh ben, cette stratégie qui leur a peut-être permis d'arriver là, va les handicaper terriblement pour aller au-dessus. Parce que pour devenir champion olympique, champion du monde, eh ben, le lâcher-prise va devenir essentiel. Et donc, l'alternative à cette stratégie de résultat, ça va être la stratégie du plaisir. Le plaisir à m'entraîner, plaisir à aller en compétition. Et c'est pas parce que je me fais battre d'un centième de seconde que je suis nul, et c'est pas parce que je bats quelqu'un d'un centième de seconde que je suis meilleur que lui. Faut se calmer. Donc c'est vraiment le plaisir, et là on a lâché prise, et avec le lâcher prise, on a le dépassement. Voilà. Et donc on voit bien que pour réussir, et ça c'est un vrai problème d'estime de soi. Parce que la stratégie de résultat, ça abîme les gens de manière terrible. Eh bien, ça, c'est typiquement un problème d'estime de soi, et c'est un coach mental qui va permettre à la personne, au champion, de dépasser ça. Alors, on peut avoir nos mentors à travers les philosophes, des professeurs, voilà, parce que quand je fais des études, certains professeurs vont m'inspirer. Et à ce moment-là, me donner confiance, et après, je vais sortir de cette logique de résultat pour aller vers la passion. Voilà. Donc oui, tu as raison, l'école de la vie est fondamentale. Merci beaucoup. C'est sûr qu'il faut apprendre à passer du contrôle à ce que j'appelle foutez-vous la paix. C'est une bonne manière d'avancer dans la vie. Et là, tu as raison de souligner, il y a des gens qui peuvent nous aider, des gens qui peuvent nous inspirer, des livres qui peuvent nous éclairer. Absolument. Et c'est important de mettre les choses au bon endroit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange, et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.